La poussière s'éleva lentement autour des bottes d'Ethan Sinclair lorsqu'il descendit de son cheval devant la petite gare de Wallace dans le territoire du Nouveau-Mexique. C'était l'après-midi du 18 septembre 1882 et le soleil tapait sans pitié sur son chapeau usé comme pour lui rappeler que le désert n'offrait de répit à personne. Il venait de passer 3 jours à conduire du bétail à travers des terrains impitoyables, et tout ce qu'il désirait, c'était un repas chaud, un verre bien tassé et un lit où il pourrait fermer les yeux sans penser à rien d'autre. Mais le destin avait d'autres plans pour lui. Alors qu'il attachait sa jument au poteau, un bruit inattendu le fit s'arrêter. Ce n'était ni le sifflement du vent, ni le craquement des planches du quai. C'était un sanglot doux, contenu, un sanglot qui essayait de se cacher et qui pourtant parvenait à traverser le bruit du monde. Avez-vous déjà eu l'impression qu'un simple instant pouvait changer votre vie sans vous demander votre avis? Ethan ne le savait pas encore, mais il était sur le point de le découvrir. Sur un banc en bois près des rails, une jeune femme était assise, les épaules tremblantes à chaque sanglot qu'elle essayait de réprimer. Sa robe de voyage, qui avait dû être élégante autrefois, était maintenant couverte de la poussière de la route, mais on voyait tout de même qu'elle venait d'un monde beaucoup plus raffiné que cette ville frontalière. Quelques mèches de cheveux noirs s'échappaient de sa coiffe, et de là où il se trouvait, Ethan pouvait percevoir le désespoir dans la façon dont elle serrait un petit sac en toile contre sa poitrine, comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Il resta un moment à l'observer, hésitant. Au cours de ses 30 années d'existence, il avait appris une vérité simple et dangereuse. Une femme qui pleure est presque toujours synonyme de problème. Et les problèmes étaient exactement la dernière chose dont il avait besoin à ce moment-là. Mais il y a des rencontres que l'on ne choisit pas et il y a des histoires qui commencent précisément lorsque quelqu'un décide de ne pas détourner le regard. Si vous voulez découvrir qui est cette jeune femme, ce qui l'a amenée là, et comment un homme fatigué du monde va se retrouver impliqué dans un destin qu'il ne recherchait pas, restez avec moi jusqu'à la fin de cette histoire. Dites-moi dans les commentaires depuis quel pays vous regardez cette vidéo. J'adore savoir jusqu'où vont ces aventures du Far West. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains récits pleins d'émotions, d'espoir et de rebondissements inattendus. Mais quelque chose dans son attitude, dans ses efforts pour conserver sa dignité, même avec les larmes qui coulaient sur son visage, le toucha au plus profond de son cœur. Mademoiselle. Sa voix était rauque à force de crier des ordres par-dessus le mugissement du bétail et le vent. Vous allez bien? Elle leva les yeux, surprise, les yeux verts grands ouverts et brillants. Pendant un instant, elle sembla vouloir mentir et dire que tout allait bien, mais son visage se décomposa à nouveau et de nouvelles larmes jaillirent de ses yeux. Je n'ai pas de billet pour rentrer chez moi, murmura-t-elle, la voix brisée sur le dernier mot. Ethan ôta son chapeau et passa la main dans ses cheveux bruns. Où est votre maison, à Boston? Demanda-t-elle. Et ce simple mot en disait long sur ses manières raffinées, son malaise évident dans cette ville si rude. Je suis venu ici parce que j'étais censé épouser un homme, un mariage par correspondance. Mon père avait tout arrangé avant de mourir l'année dernière. Mais quand je suis arrivé à Santa Fe il y a 2 semaines, j'ai découvert qu'il était mort de la variole 3 mois auparavant. Personne n'a pris la peine de m'écrire pour me le dire. Elle s'essuya les yeux avec un mouchoir qui avait connu des jours meilleurs. J'ai dépensé le peu d'argent qui me restait en nourriture et en logement pendant que j'essayais de décider quoi faire. J'ai pensé que je pourrais peut-être trouver du travail, mais elle désigna d'un geste impuissant la ville qui les entourait, les saloons et les établissements louches qui dominaient la rue principale de Wallace. Il n'y a pas de travail respectable ici pour une femme seule. Hier, j'ai vendu la broche de ma mère pour payer le billet jusqu'ici. J'ai pensé que je pourrais peut-être envoyer un télégramme à ma tante à Boston, mais au bureau des télégraphes, on m'a dit que les lignes étaient coupées. Cela fait plusieurs jours que ça dure. Et maintenant, je suis coincé ici, avec 17 cents en poche et aucun moyen de rentrer chez moi. Elle s'appelait Zara Fontaine, lui répondit-elle lorsqu'il lui demanda son nom. Elle avait 24 ans, soit 6 ans de moins que lui. Elle avait été enseignante à Boston et vivait avec sa tante âgée depuis le décès de ses parents. La promesse d'épouser un riche commerçant du Nouveau-Mexique lui avait semblé être une réponse à ses prières, une chance d'avoir une vie stable et peut-être même heureuse. Au lieu de cela, cela s'était transformé en cauchemar. Ethan écouta tout cela tandis que le soleil continuait sa descente vers l'horizon,
peignant le ciel de tons oranges et roses. Il savait qu'il devait partir, laisser cette femme avec ses problèmes et se concentrer sur sa propre vie. Mais quelque chose chez Zara Fontaine rendait cela impossible. Peut-être était-ce la façon dont elle s'efforçait de ne pas s'imposer, même lorsqu'elle racontait son histoire. Peut-être était-ce l'intelligence de son regard, ou la détermination de sa mâchoire malgré ses larmes. Ou peut-être était-ce simplement parce qu'il reconnaissait le regard de quelqu'un à qui la vie avait été injuste et qu'il avait toujours été un fanatique des opprimés. Le train ne repassera pas avant vendredi, dit-il lentement. C'est dans 4 jours. Et même si les lignes télégraphiques sont réparées d'ici là, vous ne pouvez pas attendre ici à la gare sans argent ni nourriture. Je sais, dit-elle tristement. J'ai réfléchi à ce que je pourrais faire, mais toutes les options me semblent impossibles. Il prit une décision qui allait changer leur vie à tous les deux, même si aucun d'eux ne le savait encore. Il y a une pension à la périphérie de la ville, tenue par une veuve appelée Madame Patterson. C'est une femme respectable qui ne refuserait pas une femme dans le besoin. Je vous paierai une chambre pour 1 semaine et je vous laisserai de l'argent pour manger. Zara écarquilla les yeux. Je ne peux pas accepter. Je ne vous connais même pas, Monsieur Sinclair. Ethan Sinclair, et vous pouvez accepter parce que l'alternative est de dormir sur ce banc, ou pire encore. Il le dit avec plus de brusquerie qu'il ne l'aurait voulu, mal à l'aise devant la gratitude qui se reflétait déjà dans son expression. Mais c'est trop. Comment pourrais-je vous rembourser? Considérez cela comme un prêt si cela vous rassure. Quand vous serez de retour à Boston et que vous serez installé, vous pourrez m'envoyer l'argent au bureau de poste d'ici. Il savait, même en le disant, qu'il ne reverrait probablement jamais cet argent, mais cela n'avait pas d'importance. Il avait suffisamment bien réussi dans le transport de bétail pour se permettre un peu de charité. Elle se leva, saisissant son sac à main, et il se rendit compte qu'elle était plus grande qu'il ne l'avait pensé au début, probablement près d'1,5 mètres. Monsieur Sinclair, je ne sais pas quoi dire. Vous êtes incroyablement gentil. J'ai très faim et je suis très fatigué, corrigea-t-il. Et rester ici à discuter n'aide en rien à résoudre ces 2 problèmes. Allez, je vais vous accompagner à la pension. Wallace n'était pas un très grand village. Il n'avait qu'une rue principale bordée de bâtiments des 2 côtés et quelques maisons dispersées dans les buissons environnants. La pension se trouvait dans la partie la plus calme. C'était une structure en bois de 2 étages qui avait été peinte en blanc à une époque, mais qui était maintenant décolorée et avait pris une teinte grisâtre. Madame Patterson ouvrit la porte, une femme potelée d'une 50aine d'années, aux yeux malicieux mais pas désagréables. Ethan lui expliqua la situation, tandis que Zara restait silencieuse à ses côtés, les mains jointes devant elle. Madame Patterson les regarda tous les deux, faisant clairement ses propres évaluations et suppositions, mais elle accepta volontiers lorsqu'il paya d'avance la chambre et les repas. « Vous serez en sécurité ici, » dit la veuve à Zara avec fermeté. « Je dirige un établissement respectable. 2 autres femmes sont actuellement hébergées ici, toutes 2 enseignantes à l'école missionnaire. Les repas sont servis à 7 heures du matin, à midi et à 18 heures. Ne soyez pas en retard, sinon vous resterez sur votre faim. » Après avoir installé Zara, Ethan se retrouva à marcher vers le salon, l'estomac gargouillant et l'esprit agité. Il avait fait sa bonne action. Il pourrait aller voir comment elle allait le lendemain, s'assurer que les lignes télégraphiques étaient en cours de réparation, puis retourner à sa vie. Son petit ranch se trouvait à 2 jours de cheval de Wallace et il était parti depuis près d'1 mois. Du travail l'attendait là-bas, mais ce soir-là, alors qu'il mangeait un steak dur et buvait du whisky à une table dans un coin, ses pensées revenaient sans cesse sur les yeux verts et le mouvement courageux du menton, même à travers les larmes. Il se dit que ce n'était que de la sympathie naturelle, rien de plus. Le lendemain matin, il se retrouva à la pension avant de bien comprendre pourquoi. Madame Patterson répondit à son appel par un regard complice qui le fit se sentir comme un enfant surpris en train de voler des pommes. Mademoiselle Fontaine est dans la salle à manger, en train de prendre son petit déjeuner, dit-elle en s'écartant pour le laisser entrer. Zara leva les yeux, surprise lorsqu'il apparut dans l'embrasure de la porte. Elle avait changé de robe. Celle-ci était simple, grise, ce qui suggérait qu'il s'agissait de l'une des rares qu'elle possédait. Ses cheveux étaient bien coiffés et ses larmes avaient disparu, remplacées par une expression sereine qui ne parvenait pas à dissimuler complètement l'inquiétude dans ses yeux. « Monsieur Sinclair, je ne m'attendais pas à vous revoir. »
Je voulais voir comment vous alliez, dit-il, puis il se sentit idiot d'avoir dit quelque chose d'aussi évident. Et j'ai pensé que je devrais passer au bureau des télégraphes pour voir s'ils ont des nouvelles sur la date de réparation des lignes. L'espoir se refléta sur son visage. Vous voulez bien le faire? J'ai pensé y aller moi-même ce matin, mais je n'étais pas sûr du chemin. C'est juste sur la rue principale. Difficile de le manquer. Mais oui, je vais vérifier. Vous voulez bien le faire? Elle hésita, ne sachant pas si cette proposition était appropriée. Voulez-vous m'accompagner? Vous devriez vous familiariser avec la ville au cas où vous auriez besoin de quelque chose pendant votre séjour ici. Elle accepta rapidement, peut-être trop rapidement, et il se rendit compte qu'elle devenait probablement folle enfermée dans la pension. Ils sortirent sous le soleil matinal, l'air encore frais avant que la chaleur de la journée ne s'installe. Wallace était déjà réveillé, les commerçants balayaient les marches de leurs magasins et le marteau du forgeron résonnait depuis sa forge. Le bureau des télégraphes était un petit bâtiment situé entre le magasin général et le bureau des essais. L'opérateur, un homme mince à lunettes, secoua la tête à la question d'Ethan. Les lignes sont toujours coupées quelque part entre ici et Santa Fe. Une équipe travaille dessus, mais ils ont trouvé plusieurs ruptures. Cela pourrait prendre encore quelques jours, voire une semaine. Zara eut l'air déçue, mais elle le remercia poliment avant de sortir. Une semaine, murmura-t-elle. Même s'il répare d'ici là, et même si ma tante répond immédiatement, il faudrait encore plusieurs jours avant que l'argent n'arrive. Le train de vendredi sera déjà parti. Il y aura un autre train mardi prochain, dit Ethan, même s'il voyait bien que la prolongation de son incertitude la tourmentait. Ils marchèrent en silence pendant un moment avant que Zara ne reprenne la parole. Parlez-moi de votre ranch, Monsieur Sinclair. Madame Patterson a mentionné que vous possédez des terres au nord d'ici. Il se surprit à décrire la petite ferme qu'il avait construite au cours des 8 dernières années, la modeste maison qu'il avait bâtie de ses propres mains, la centaine de têtes de bétail qui représentaient le travail de toute sa vie. Il était arrivé au Nouveau-Mexique après la guerre avec pour seul bagage un cheval et sa détermination, travaillant comme ouvrier agricole dans un ranch jusqu'à ce qu'il ait économisé suffisamment pour acheter sa première parcelle de terre. Ça a l'air merveilleux, dit Zara avec nostalgie. J'ai toujours vécu en ville. Je ne peux pas imaginer tout cet espace, toute cette liberté. C'est un travail difficile, dit-il sincèrement. Surtout si vous êtes seul, mais oui, il y a de la liberté dans tout ça. Personne ne vous dit quoi faire ni comment vivre. Ça doit être agréable. Quelque chose dans son ton l'incita à la regarder de plus près. Elle contemplait les buissons au-delà de la ville, l'air distant. J'ai toujours dû rendre des comptes à quelqu'un, à mon père, puis à ma tante, puis au conseil scolaire. Même venir ici n'était pas vraiment mon choix, mais un devoir que l'on attendait de moi. Ils continuèrent à marcher et se retrouvèrent, sans trop savoir comment, à la périphérie de la ville, où les bâtiments laissaient une place à des terrains vagues. Au loin, les montagnes se dressaient, violettes et brumeuses dans la lumière du matin. « Que ferez-vous quand vous retournerez à Boston? » lui demanda-t-il. « Je reprendrai l'enseignement, je suppose. Je retournerai vivre chez ma tante. C'est une vie assez confortable. » Mais elle ne semblait pas très enthousiaste à cette idée. « Ce n'est pas ce que tu veux, fit-il remarquer. Elle resta silencieuse pendant un long moment. Quand j'ai accepté de venir ici, je voulais vivre une aventure. Je sais que cela semble idiot, mais vivre avec ma tante, donner les mêmes cours année après année, sans jamais aller nulle part ni voir quoi que ce soit de nouveau. Je pensais que me marier avec un inconnu dans un pays étranger serait au moins intéressant. Au lieu de cela, cela a été terrifiant et solitaire. Cela ne doit pas nécessairement être ainsi, s'entendit dire Ethan. L'Ouest n'est pas seulement synonyme de danger et de dureté. Il y a aussi de la beauté ici, si vous savez où la chercher. Quelque chose changea entre eux à ce moment-là, quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait définir. Zara le regarda dans les yeux et sourit, un sourire authentique qui illumina tout son visage. Et Ethan sentit sa poitrine se serrer d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'altitude. Il passa le reste de la journée à lui montrer Wallace, à lui présenter les commerçants les plus respectables et à lui signaler les établissements à éviter. Elle était curieuse de tout et lui posait des questions sur l'histoire des territoires et des gens qui y vivaient. Il se rendit compte qu'il appréciait sa compagnie comme il n'avait apprécié celle de personne depuis longtemps. Lorsqu'il la raccompagna à la pension ce soir-là, il prévoyait déjà d'y retourner le lendemain, et il y retourna,
ainsi que le jour suivant. Ils nouèrent une relation facile, se voyant chaque matin et passant des heures à discuter, tandis qu'ils se promenaient dans les environs de la ville ou s'asseyaient dans le petit parc près de l'église. Ethan se surprit à lui raconter des choses qu'il n'avait jamais dites à personne, sur son passage à l'armée, sur ses parents morts de fièvre, sur la solitude de la vie au ranch qu'il prétendait ne pas lui peser. Zara s'est également ouverte, décrivant son enfance à Boston, son amour des livres et de l'apprentissage, sa frustration face aux choix limités qui s'offraient aux femmes. Elle le faisait rire avec ses remarques sarcastiques sur les différences entre l'Est et l'Ouest et l'écoutait avec un intérêt sincère lorsqu'il parlait de l'élevage, des droits sur l'eau et de toutes les préoccupations pratiques de la vie à la frontière. Le quatrième jour, l'opérateur télégraphique les trouva dans le magasin général, où Ethan aidait Zara à choisir des fils dont elle avait besoin pour raccommoder une robe. Les lignes sont réparées, annonça-t-il. Vous pouvez maintenant envoyer votre télégramme, mademoiselle. Ils se précipitèrent au bureau, où Zara rédigea un message soigneusement formulé à l'intention de sa tante, lui expliquant la situation et lui demandant de l'argent pour le voyage de retour. L'opérateur leur assura qu'il l'enverrait immédiatement. Maintenant, nous attendons, dit Zara en sortant. Ethan pensait qu'elle aurait dû avoir l'air soulagée, mais elle semblait plutôt triste. Cela pourrait prendre quelques jours avant que vous n'ayez une réponse, dit-il. Tu vas probablement rater le train de vendredi, mais celui de mardi devrait faire l'affaire. Oui, dit-elle en baissant les yeux vers ses mains. Je suppose que cela signifie que nos promenades vont bientôt prendre fin. Je suppose que oui. Les mots avaient le goût de cailloux dans sa bouche. Ils restèrent là, debout, mal à l'aise, jusqu'à ce que Zara finisse par dire « Nous devrions profiter au maximum du temps qu'il me reste. Hier, tu as dit que tu me montrerais peut-être la rivière. » La rivière se trouvait à 30 minutes à pied du village, en suivant un sentier qui serpentait à travers un buisson parsemé de sauges et de cactus. En réalité, ce n'était qu'un ruisseau, mais il coulait toute l'année et alimentait une rangée de peupliers qui offrait un ombre bienfaisante. Ethan venait souvent ici lorsqu'il séjournait à Wallace, trouvant la paix dans le bruit de l'eau qui coulait. Il s'assied sur la rive, regardant l'eau couler et écoutant les oiseaux dans les arbres. La chaleur de la journée augmentait, mais là, elle était supportable, presque agréable. « Ça va me manquer, » dit Zara à voix basse. « Je sais que cela peut paraître étrange, car je ne suis ici que depuis quelques jours, mais cet endroit va me manquer. Tout cela va me manquer. Qu'est-ce qui va te manquer exactement? » Son cœur battait plus vite que d'habitude. Ce sentiment de possibilité, de ne pas savoir ce qui va se passer ensuite, mais d'être enthousiaste plutôt qu'effrayé. « C'est toi qui m'as donné cela, Ethan. » Elle avait commencé à l'appeler par son prénom 2 jours auparavant et il ne s'y était pas opposé. Pour la première fois de ma vie, je me suis senti vraiment libre, même si techniquement, j'ai été abandonné. Il aurait dû laisser passer, accepter le compliment et passer à autre chose. Au lieu de cela, il se surprit à dire « Et si tu ne revenais pas ?» Elle se retourna pour le regarder, les yeux écarquillés. « Quoi? Et si tu restais ici, dans le territoire? Tu as toi-même dit, il n'y a rien qui t'attend à Boston, sauf la même vie que d'habitude. Tu voulais vivre une aventure. Mais que ferais-je? Où vivrais-je? Je ne peux pas abuser de ta générosité éternellement et je n'ai aucune perspective ici. Tu pourrais enseigner. Une nouvelle ville est en construction près de mon ranch. Il n'y a pour l'instant qu'une poignée de familles, mais elle s'agrandit. Ils ont parlé d'ouvrir une école, mais ils n'ont trouvé aucun enseignant disposé à s'y rendre. Tu veux que je déménage dans un village qui n'existe presque pas pour enseigner? Demanda-t-elle incrédule. Je veux que tu sois heureuse, dit-il, et il se rendit compte que c'était tout à fait vrai. En seulement 4 jours, cette femme était devenue quelqu'un d'important pour lui, d'une manière qu'il ne pouvait pas tout à fait expliquer. Et il ne semble pas que tu serais heureuse en retournant à Boston. Même si ce que tu dis est vrai, même si ce village a besoin d'un professeur, cela ne résoudrait pas tous mes problèmes. J'aurais besoin d'un endroit où vivre et l'enseignement n'est pas très bien rémunéré, surtout dans un village frontalier. Je passerai d'une situation précaire à une autre. Ethan prit une profonde inspiration, sachant qu'il était sur le point de faire un pas irréversible. Tu pourrais vivre avec moi comme ma femme. Je veux dire, si tu le souhaitais. Le silence qui suivit fut si absolu qu'il pouvait entendre les battements de son cœur
résonner dans ses oreilles. Zara le regarda fixement, la bouche légèrement ouverte, manifestement trop surprise pour parler. Je sais que nous ne nous connaissons que depuis quelques jours, poursuivit-il rapidement, les mots jaillissant maintenant qu'il avait commencé, et je sais que ce n'est pas ainsi que les choses se passent habituellement. Mais j'éprouve quelque chose pour toi, Zara, quelque chose de réel. Et je pense que tu ressens peut-être la même chose. Nous nous entendons bien. Nous nous faisons rire l'un l'autre. J'ai des terres et une maison, et je pourrais subvenir à tes besoins. Tu aurais la liberté et la sécurité, et il n'y aurait aucune pression. Je n'attendrai rien. Je veux dire, nous pourrions prendre notre temps, à ton rythme. Je veux juste que tu restes. Tu me demandes en mariage, dit-elle faiblement. Oui, je suppose que oui. Nous nous connaissons depuis 4 jours. Je sais que c'est fou. Oublie ce que j'ai dit. Il commença à se lever, envahi par la honte, mais sa main sur son bras l'arrêta. Attends, je n'ai pas dit non. Il se rassit lentement, n'osant pas espérer. Tu ne l'as pas fait. Non, je ne l'ai pas fait. Un sourire se dessina au coin de ses lèvres. Parce que tu as raison. J'ai des sentiments pour toi. Je les ai depuis le premier jour quand tu aurais pu passer ton chemin, mais tu t'es arrêté. Et depuis, ils n'ont fait que grandir. Je pense à toi sans arrêt. J'ai envie de te voir. Je suis déçu quand notre temps ensemble se termine chaque soir. Zara, murmura-t-il. Mais c'est toujours une folie, continua-t-elle. Le mariage n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et si nous faisions une erreur, et si ces sentiments n'étaient que le résultat de circonstances extraordinaires et ne duraient pas une fois que la vie serait revenue à la normale? Et s'ils duraient, répliqua-t-il, et si c'était le début de quelque chose d'incroyable? Tu voulais une aventure. Eh bien, tu l'as, rit-elle d'un rire légèrement hystérique. Quelle aventure! Accepter d'épouser un homme que je connais depuis moins d'une semaine. Tu es venu ici pour épouser un homme que tu ne connaissais pas du tout, fit-il remarquer. Au moins tu me connais. C'est vrai. Elle se mordit la lèvre, visiblement en pleine réflexion. Et d'une certaine manière, je te connais. Je sais que tu es gentil et généreux. Je sais que tu travailles dur et que tu apprécies l'honnêteté. Je sais que tu me fais me sentir en sécurité et comprise comme jamais auparavant. Je sais que quand je pense à monter dans ce train et à ne plus jamais te revoir, j'ai le cœur brisé. Alors reste, dit-il en lui prenant la main. Épouse-moi et nous réglerons le reste au fur et à mesure. C'est de la folie, murmura-t-elle. Nous sommes probablement en train de commettre une terrible erreur. C'est possible, mais je vais quand même dire oui. Les mots sortirent précipitamment, suivis d'un rire incrédule. Oui, Ethan Sinclair, je vais t'épouser. Puis il l'embrassa, son premier baiser depuis des années, et sentit qu'elle répondait avec un enthousiasme égal au sien. Quand ils se séparèrent enfin, ils respiraient tous les deux difficilement et souriaient bêtement. Nous devrions faire les choses comme il se doit, dit-il. Nous marier civilement ici à Wallace avant d'aller au ranch. Je ne veux pas que quelqu'un te juge parce que tu voyages avec un homme célibataire. Lorsqu'elle lui demanda si le pasteur serait disponible le lendemain, il était inutile d'attendre une fois qu'ils avaient pris leur décision. Demain, répéta-t-elle, goûtant le mot. Demain soir, je serai mariée. Madame Sinclair, si vous voulez prendre mon nom, vous n'êtes pas obligée de le faire. Je veux le faire, dit-elle fermement. Je veux tout ce que cette nouvelle vie m'offre. Ils parlèrent pendant des heures au bord de la rivière, faisant des projets et partageant leurs rêves. Ethan lui décrivit son ranch plus en détail, la préparant à la réalité de la vie à la frontière. Ce ne serait pas facile, l'avertit-il. La maison était petite et simple. Le voisin le plus proche était à des kilomètres et il existait des dangers réels liés au climat, aux animaux et parfois aux agresseurs hostiles. Mais Zara ne semblait pas intimidée. « Je suis plus forte que je n'en ai l'air », lui assura-t-elle. « Et je n'ai pas peur du travail acharné ni de l'isolement. Je crains seulement de mener une vie qui n'a aucun sens, d'être prisonnière et insignifiante pour toujours. C'est peut-être de la folie, mais au moins, ce n'est pas ça. » Lorsqu'ils revinrent enfin en ville, le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de couleurs vives. Ethan raccompagna Zara à la pension, puis se rendit immédiatement à l'église pour parler au révérend Williams. Le pasteur était un homme grand et mince d'une 60aine d'années qui était venu dans la région pour apporter la religion à la frontière. Il écouta la demande d'Ethan en haussant les sourcils,
mais ne refusa pas. Mon fils, je n'ai pas pour habitude de remettre en question les plans de Dieu. Et si tu dis que tu veux épouser cette femme, je célébrerai la cérémonie. Mais je serai négligent de ne pas te demander si tu es sûr de toi. Le mariage est un pacte sacré. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. J'en suis sûr, révérend, plus sûr que je ne l'ai été de quoi que ce soit depuis longtemps. Le pasteur l'observa longuement, puis acquiesça. Très bien. Amenez la jeune femme à l'église demain à 10 heures. Vous aurez besoin de témoins, au moins 2. Ethan demanda l'aide de Mme Patterson, qui fut surprise mais sembla ravie de la tournure des événements, et de Jake Morrison, un collègue éleveur avec lequel il avait travaillé pendant des années dans le transport de bétail. La surprise de Jake fut nettement plus marquée. Tu vas épouser la fille que tu viens de rencontrer, que tu connais depuis moins d'une semaine. 4 jours, confirma Ethan. 4 jours. Tu as perdu la tête. C'est possible. Tu m'accompagnes ou pas? Jake secoua la tête, incrédule, mais accepta. J'espère que tu sais ce que tu fais, mon ami. Le mariage est déjà assez difficile quand on s'est courtisé correctement pendant des mois, alors se lancer comme ça. Je connais les risques, dit Ethan. Je le ferai quand même. Cette nuit-là, allongé dans sa chambre d'hôtel, Ethan n'arrivait pas à dormir. Son esprit tournait en boucle sur tout ce qu'il avait à faire, toutes les façons dont cela pouvait mal tourner, et, sous tout cela, un profond courant d'émotion et d'espoir. Il allait se marier. Demain, Zara Fontaine deviendrait sa femme. Dans une autre chambre, Zara avait des pensées similaires. Assise à son petit bureau, un stylo à la main, elle essayait de rédiger une lettre à sa tante pour lui expliquer sa décision. Comment pouvait-elle faire comprendre à sa tante alors qu'elle-même avait du mal à comprendre? Tout ce qu'elle savait, c'est que lorsqu'elle pensait à l'avenir maintenant, celui-ci était plein de possibilités plutôt que de résignation. Pour une fois, elle choisissait sa propre voie, aussi imprudente que cela puisse paraître. Finalement, elle écrivit simplement qu'elle avait rencontré quelqu'un, qu'elle allait se marier et rester dans la région, et qu'elle écrirait à nouveau une fois installée. Cela lui semblait insuffisant, mais cela devrait suffire. Le matin du mariage, le temple était clair et lumineux. Zara enfila sa plus belle robe, une robe en coton bleu qui mettait ses yeux en valeur. Elle n'avait ni fleurs, ni voile, ni famille pour lui dire au revoir, mais Mme Patterson lui avait coiffé les cheveux et lui avait prêté une broche camée qui avait appartenu à sa propre mère. Quelque chose d'emprunté. Et une autre invitée lui avait donné un mouchoir blanc propre brodé de fleurs bleues. Quelque chose de bleu et quelque chose de neuf, dit timidement la jeune femme. C'était l'une des enseignantes de l'école dont Mme Patterson avait parlé. Elle semblait sincèrement heureuse pour Zara, même si elle la connaissait à peine. À 10 heures, Zara entra dans la petite église en bois et trouva Ethan qui l'attendait près de l'autel. Il s'était rasé et portait une chemise propre et une veste qui semblait relativement neuve. Son visage s'illumina lorsqu'il la vit, et tous les doutes qu'elle pouvait avoir disparurent à cet instant. La cérémonie fut simple et rapide. Le révérend Williams les guida à travers les vœux traditionnels, d'une voix solennelle dans l'église silencieuse. Lorsqu'il les déclara mari et femme et dit à Ethan qu'il pouvait embrasser sa fiancée, le baiser fut doux et tendre, et plein de promesses. Après la cérémonie, Jake insista pour les inviter à déjeuner au restaurant de l'hôtel, le meilleur établissement de Wallace. Pendant qu'ils mangeaient du poulet rôti et des pommes de terre, il divertit Zara avec des anecdotes sur Ethan, certaines embarrassantes, toutes racontées avec une affection évidente. Tu emmènes un homme bien, lui dit-il sérieusement. Il est parfois têtu comme une mule et travaille trop, mais il est sincère et a le cœur sur la main. Vous pourriez trouver bien pire par ici. Je sais, dit Zara en souriant à son nouveau mari. Crois-moi, je le sais. Après le déjeuner, ils récupérèrent les quelques affaires de Zara à la pension. Madame Patterson la serra dans ses bras et lui fit promettre de lui rendre visite si elle revenait à Wallace. Puis Ethan l'emmena à l'écurie où se trouvait son cheval. Nous devrons monter à 2 jusqu'à ce que nous arrivions au ranch, lui expliqua-t-il. Je n'avais pas vraiment prévu de ramener une épouse à la maison lorsque j'ai entrepris de conduire le bétail, mais je t'achèterai ton propre cheval dès que possible. Je devrais probablement te prévenir que je n'ai jamais monté à cheval, admit Zara. Jamais. Des calèches et des tramways. C'est tout. Les chevaux étaient réservés aux riches de Boston. Il l'aida à monter en selle, puis grimpa derrière elle, l'enlaçant de ses bras pour la maintenir. Malgré l'inconfort de la position,
Zara aimait être ainsi enlacée, sentant la chaleur de son corps solide dans son dos. Ils quittèrent Wallace en direction du nord, suivant une route carrossable qui se transforma peu à peu en un sentier accidenté. La terre qui les entourait était vaste et ouverte, parsemée de buissons et de cactus, et s'étendait jusqu'aux montagnes lointaines qui semblaient briller sous la chaleur de l'après-midi. C'est tellement vide, dit Zora, submergée par l'immensité. Attends de voir le ranch, dit Ethan. Ce n'est rien. Ils chevauchèrent tout l'après-midi, s'arrêtant de temps en temps pour reposer les chevaux et se dégourdir les jambes. Ethan lui montra les points de repère et lui expliqua la géographie de la région. Il y avait un village à environ 30 kilomètres de son ranch. Il lui dit que même si le qualifié de village était généreux, il s'agissait plutôt d'un comptoir commercial entouré de quelques maisons. C'est là que vivent les familles dont je t'ai parlé, celles qui veulent créer une école. Il y a actuellement une douzaine d'enfants en âge scolaire, et on s'attend à ce qu'il y en ait davantage à mesure que de nouveaux colons arriveront. La communauté te paierait pour leur enseigner. Probablement pas beaucoup au début, mais un peu. J'aimerais bien, a dit Zara. Je sais qu'être la femme d'un éleveur me tiendra occupée, mais l'enseignement me manquerait si j'y renonçais complètement. Cette nuit-là, ils campèrent à la belle étoile. Ethan alluma un petit feu de camp et prépara un dîner simple à base de haricots et de café. Il avait apporté des sacs de couchage pour eux deux et les disposa de part et d'autre du feu sans rien dire. J'étais sérieux quand j'ai dit que nous allions y aller doucement, lui dit-il à voix basse alors qu'il s'installait pour la nuit. Je sais que tout cela est très soudain. Nous ne ferons rien pour lequel tu n'es pas prête. Zara regarda de l'autre côté du feu cet homme qui était devenu son mari et ressentit un mélange d'affection et de désir. Je t'en suis reconnaissante et je suis nerveuse, mais je veux être une vraie épouse pour toi, Ethan. Peut-être pas ce soir, pas après une journée aussi longue. Quand tu seras prête, lui assura-t-il, nous avons désormais tout le temps du monde. Elle s'endormit en écoutant le bruit de sa respiration et le crépitement du feu, se sentant plus en sécurité qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Le lendemain, ils arrivèrent au ranch vers midi. Il était plus petit que Zara ne l'avait imaginé, mais aussi plus réel. La maison était une simple structure en bois, de plein pied, avec un porche couvert qui en faisait tout le tour. Il y avait une grange et un enclos, tous deux en bon état. Au-delà, la terre s'étendait en collines douces couvertes d'herbe, et elle pouvait voir du bétail paître au loin. Ce n'est pas grand-chose, dit Ethan, semblant soudainement incertain. Mais elle est solide. Le toit ne fuit pas et il y a un bon puits avec de l'eau douce. Elle est parfaite, dit Zora, et elle le pensait vraiment. Elle était désormais à elle et à Ethan. Un foyer, un vrai foyer, pas seulement un endroit où elle logeait temporairement. Il l'aida à descendre de cheval et la conduisit à l'intérieur. L'intérieur était rudimentaire, mais propre. Une pièce principale qui servait de cuisine et de salon, avec une porte donnant sur une chambre et une autre sur un petit débarras. Je sais que ce n'est pas ce à quoi tu es habitué, commença-t-il, mais elle l'interrompit. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Un nouveau départ, tu te souviens? Au cours des jours suivants, ils s'habituèrent à une routine. Ethan travaillait au ranch, s'occupant du bétail et de la liste interminable de réparations et d'entretien qu'implique la gestion d'une propriété. Zara explora la maison et commença à y laisser son empreinte, nettoyant et rangeant, et apprenant à cuisiner sur le poêle à bois. Elle n'était pas une bonne cuisinière, car elle n'avait jamais eu à beaucoup cuisiner à Boston. Ses premières tentatives de fabrication de pain ont donné lieu à des disques plats et durs qu'ils ont utilisés en plaisantant comme assiette. Mais Ethan s'est montré patient, lui a enseigné ce qu'il savait et a ri avec elle de ses échecs, plutôt que de s'en moquer. Le soir, ils s'asseyèrent sous le porche et discutaient pendant que le soleil se couchait, partageant des histoires de leur passé et leurs rêves pour leur avenir. La distance physique entre eux s'est progressivement réduite, passant de sièges aux extrémités opposées du porche à des sièges côte à côte, le bras de Ethan autour des épaules de Zara et la tête de celle-ci reposant contre la poitrine de celui-ci. Lors de sa 5e nuit au ranch, après une semaine de mariage, Zara s'est enfin sentie prête à s'engager pleinement dans cette nouvelle vie. Elle prit la main d'Ethan alors qu'il se préparait à se coucher et l'emmena dans leur chambre vers le lit qu'ils avaient partagé chastement jusqu'à présent. « Je suis prête, murmura-t-elle. Si tu veux encore attendre, je comprendrai,
Mais moi, je suis prête. Il répondit en l'embrassant profondément, ses mains douces dégrafant les boutons de sa robe. Leur nuit de noces arriva tardivement, mais lorsqu'elle eut lieu, elle fut tout ce que Zara avait espéré, tendre et passionnée, et remplie de l'amour qui prenait déjà racine entre eux. Plus tard, allongée dans ses bras dans l'obscurité, elle sut qu'elle avait pris la bonne décision. Cette décision folle et impulsive d'épouser un inconnu s'était avérée être la meilleure qu'elle ait jamais prise. Les semaines suivantes furent remplies de travail acharné et de bonheur. Ethan apprit à Zara à monter à cheval, d'abord sur une vieille jument docile que Jake Morrison lui avait prêtée, puis sur un énergique cheval alezan qu'il avait acheté pour elle lors d'une vente aux enchères au ranch. Elle tomba plus de fois qu'elle ne pouvait compter pendant ses premières leçons, mais elle remontait à chaque fois, déterminée à maîtriser cette compétence essentielle à sa nouvelle vie. Elle apprit également à tirer au fusil et au pistolet, sur l'insistance d'Ethan. « Tu dois être capable de te protéger, lui dit-il sérieusement. Je ne serai pas toujours là et il y a des dangers dans ce pays. J'ai besoin de savoir que tu peux te débrouiller seul si quelque chose arrive. » Zara s'est révélée être une tireuse étonnamment douée une fois qu'elle a surmonté sa peur initiale des armes. Il y avait quelque chose de satisfaisant dans la concentration que cela exigeait, dans la façon dont tout le reste disparaissait, sauf la cible et le poids de l'arme dans ses mains. En échange, elle a appris à Ethan à mieux lire que ne le lui permettaient ses compétences de base. Il savait reconnaître les signes et les lettres simples, mais n'avait jamais reçu beaucoup d'éducation formelle. La plupart des soirs, ils s'asseyaient ensemble à la lumière de la lampe, et Zara travaillait patiemment avec lui sur les livres, tandis qu'il prenait peu à peu confiance en lui. « Je me suis toujours senti stupide de ne pas savoir bien lire, avoua-t-il un soir. La plupart des hommes que je connais ne savent pas lire, mais cela continuait à me déranger. Tu n'es pas stupide, dit Zara fermement. Tu n'as simplement jamais eu l'occasion d'apprendre. Ce n'est pas du tout la même chose. Un mois après son arrivée au ranch, ils se rendirent ensemble à cheval dans le petit village dont Ethan avait parlé, celui qui avait besoin d'un instituteur. Il s'appelait Cedar Springs, d'après un groupe de genévriers situé près d'une source naturelle qui alimentait la communauté en eau. Le village comptait une quinzaine de bâtiments dispersés autour d'une zone commune centrale, avec d'autres fermes visibles au loin. Les habitants étaient des familles de travailleurs qui tentaient de s'en sortir dans cette région, des agriculteurs et des petits éleveurs comme Ethan. La responsable de la communauté, une femme nommée Martha Green, fut très heureuse d'apprendre que Zara était enseignante diplômée. « Nous avons prié pour que quelqu'un vienne enseigner à nos enfants, dit-elle avec ferveur. Nous n'avons pas beaucoup de moyens, mais nous pouvons vous verser un petit salaire et nous contribuerons tous à hauteur de nos moyens. De la nourriture et des biens, si ce n'est de l'argent. » Ils lui ont proposé d'utiliser un petit bâtiment qui avait été construit pour servir d'église, mais qui était rarement utilisé, car ils n'avaient pas de pasteur attitré. Zara l'a examiné et a découvert qu'il convenait parfaitement à ses besoins avec un peu de travail. « Je peux commencer dans 2 semaines, leur a-t-elle dit. Cela vous laissera le temps de passer le mot et à moi de préparer les leçons et le matériel. » Pendant les 2 semaines qui suivirent, Zara se consacra corps et âme à la préparation de l'école. Elle commanda des tableaux noirs et des craies, des abécédaires et des livres de lecture au magasin général de Wallace, qu'elle paya avec une partie de l'argent qu'Ethan avait économisé. La communauté fit donc d'une grande table qui pouvait lui servir de bureau et de banc rudimentaire pour asseoir les enfants. Le premier jour de classe, 12 enfants âgés de 6 à 14 ans se sont présentés. Au début, ces enfants issus de ranch et de fermes qui n'avaient jamais reçu d'éducation formelle se sont montrés timides, mais la chaleur et l'enthousiasme de Zara les ont rapidement conquis. Elle leur a enseigné la lecture, l'écriture et l'arithmétique, mais aussi la géographie et l'histoire, ouvrant ainsi à ces enfants isolés un monde au-delà de la frontière. Elle leur a parlé d'océans qu'ils n'avaient jamais vus, de villes qu'ils pouvaient à peine imaginer et d'idées qui les ont amenés à penser différemment à leur propre vie. Donner des cours 3 jours par semaine signifiait que Zara devait faire un trajet d'1 heure aller-retour jusqu'à Cedar Springs, mais cela ne la dérangeait pas. Ce travail comblait un besoin essentiel en elle, et voir les progrès et l'enthousiasme des enfants pour l'apprentissage rendait toutes les difficultés supportables. La vie s'est stabilisée dans un certain rythme. Les saisons n'ont changé.
La chaleur de l'été a laissé place aux températures plus fraîches de l'automne. Le bétail a grossi grâce à l'herbe automnale et Ethan a commencé à planifier l'hiver qui approchait, calculant la quantité de foin qu'il devrait couper et stocker. Un après-midi de fin octobre, près de 2 mois après leur mariage, Zara s'est rendue compte qu'elle avait un retard de règles. Mais elle s'était sentie fatiguée et légèrement nauséeuse le matin, des symptômes qu'elle avait attribués au travail physique intense de la vie au ranch. Mais maintenant, en comptant à rebours, elle s'est rendue compte que plus de 6 semaines s'étaient écoulées depuis son dernier cycle. Elle a attendu une semaine supplémentaire pour être sûre, puis elle en parla à Ethan un soir, alors qu'ils étaient allongés dans leur lit. « Je pense que je suis peut-être enceinte. » Il resta immobile à ses côtés. « Tu crois? J'en suis presque sûr. Tous les signes sont là. Je devrais aller chez le médecin pour en être tout à fait certaine, mais je connais mon corps. »« Un bébé, dit-il doucement, la voix émerveillée. Il posa doucement sa main sur son ventre, encore plat. « Notre bébé. Tu es content? » demanda-t-elle, soudainement incertaine. Il n'avait jamais parlé d'avoir des enfants. Il ne l'avait pas prévu si tôt. « Content, Zara? Je suis ravi. Terrifié aussi, je l'admets, mais surtout ravi. » Il l'embrassa sur le front. « Nous allons être parents. » La grossesse se déroula normalement pendant l'automne et l'hiver. Zara continua à donner des cours jusqu'à la fin de l'année, puis finit par arrêter lorsque le froid de janvier rendit les longs trajets trop difficiles et que son ventre grandissant l'empêcha de monter à cheval confortablement. Elle passa les longues journées d'hiver à se préparer à l'arrivée du bébé, à coudre des vêtements et des couvertures, et à monter le berceau qu'Ethan avait construit de ses propres mains. La maison était confortable et chaleureuse malgré la neige qui tombait dehors, avec le poêle à bois qui crépitait et projetait des ombres dansantes sur les murs. Ethan était attentif et inquiet, lui demandant constamment si elle allait bien, si elle avait besoin de quelque chose. Elle trouvait son inquiétude touchante, même lorsqu'elle frôlait l'excès. « Je suis enceinte, je ne suis pas en cristal », lui disait-elle d'un ton moqueur. « Les femmes font cela depuis la nuit des temps. »« Mais pas ma femme qui porte mon bébé, » répondait-il. « C'est différent. » À la fin du mois de février, un jour où le printemps semblait incroyablement loin, Zara a perdu les os alors qu'elle pétrissait du pain. Ethan s'est immédiatement rendu à Cedar Springs pour chercher Martha Green, qui avait de l'expérience en tant que sage-femme, tandis que Zara essayait de rester calme et de se concentrer sur sa respiration pendant les contractions qui avaient déjà commencé. Martha est arrivée 2 heures plus tard, accompagnée de 2 autres femmes. Elles ont pris les choses en main avec une efficacité tranquille, faisant bouillir de l'eau, préparant des linges propres et aidant Zara dans ce qui allait s'avérer être un accouchement long et difficile. 16 heures plus tard, à l'aube, Zara a donné naissance à un garçon. Il est venu au monde en criant avec indignation, agitant ses petits poings, et lorsque Martha l'a placé dans les bras de Zara, elle a senti son cœur s'élargir d'une manière qu'elle ne croyait pas possible. Ethan, qui avait été envoyé dans une autre pièce pendant l'accouchement, fut autorisé à revenir pour rencontrer son fils. Il se tint debout près du lit, regardant le petit paquet dans les bras de Zara avec une expression d'émerveillement absolu. « Il est parfait, » murmura-t-il. « Oui, » acquiesça Zara, épuisée mais heureuse. « Comment allons-nous l'appeler? » Ils avaient discuté de prénoms, mais n'avaient jamais réussi à se mettre d'accord. À présent, en regardant le visage rouge et ridé de son fils, Ethan dit « Thomas, comme mon père, Thomas Sinclair. » Zara goûta le nom. « J'aime bien, Thomas Ethan Sinclair. » Le petit Thomas s'avéra être un bébé en bonne santé et affamé qui les tenait éveillés à toute heure. Les premiers mois furent épuisants, remplis de changements de couches et de tétées nocturnes interminables, et d'inquiétude à chaque petite toux ou pleur. Mais ils furent aussi remplis de joie, avec les premiers sourires et les petites mains agrippant leurs doigts, avec la merveille de voir grandir et se développer ce petit être qui faisait partie d'eux deux. Zara ne retourna pas enseigner ce printemps-là, trop occupée à s'occuper de Thomas. Mais à l'automne, lorsqu'il a eu 6 mois et a commencé à devenir plus indépendant, les salles de classe ont commencé à lui manquer. Martha Green a proposé de s'occuper de Thomas pendant les jours où Zara donnait cours et allait rapidement retourner à l'école, partageant ses journées entre ses deux amours, l'enseignement et la maternité.
La première année de leur mariage s'est écoulée, puis la deuxième. La vie n'a pas toujours été facile. Il y eut des sécheresses qui affectèrent le bétail et leurs finances. Il y eut des maladies, heureusement bénignes, mais terrifiantes malgré tout. Il y eut des moments de frustration lorsque l'isolement les affectait, lorsque Zara regrettait les opportunités culturelles qu'elle avait prises pour acquises à Boston, ou lorsque Ethan luttait contre les défis du ranch qui semblaient insurmontables. Mais malgré tout, leur amour s'est approfondi et mûri. L'émotion passionnée de leur début vertigineux s'est transformée en quelque chose de plus stable, mais non moins intense. Une relation fondée sur le respect mutuel, des objectifs communs et une affection sincère. Cedar Springs a continué à se développer, devenant une véritable ville avec un magasin général, un forgeron et, finalement, une école digne de ce nom, construite spécialement pour Zara. La communauté prospéra et l'école de Zara devint une source de fierté, connue dans toute la région pour la qualité de son enseignement. Lorsque Thomas eut 3 ans, Zara tomba à nouveau enceinte. Cette grossesse fut plus facile que la première, peut-être parce qu'elle savait à quoi s'attendre. Elle enseigna jusqu'à 1 semaine avant la date prévue de l'accouchement, puis donna naissance à une fille qu'ils appelèrent Eleanor, en l'honneur de la mère de Zara. Elena était un bébé plus calme que Thomas, se contentant d'observer le monde de ses yeux sombres et solennels. Elle adorait son grand frère dès le début, souriant chaque fois qu'il était près d'elle, et Thomas prenait très au sérieux son rôle de protecteur, veillant toujours à ce que sa petite sœur soit en sécurité et heureuse. Les années ont passé, marquées par les étapes importantes de leur famille grandissante. Thomas a appris à monter à cheval avant de savoir lire, s'asseyant devant son père sur la selle et harcelant Ethan de questions interminables sur le bétail et les chevaux. Elena a montré très tôt son amour pour les livres, passant des heures à regarder des images et apprenant plus tard à lire avec sa mère. Quand Eleanor eut 2 ans, Zara eut un autre fils qu'ils appelèrent William, en l'honneur du grand-père d'Ethan. Will, comme il l'appelait, fut un enfant sauvage dès le début. Intrépide et aventureux, il leur causa plus de soucis avant l'âge de 5 ans que les 2 autres réunis. Le ranch prospéra au fil des ans. Ethan prit les bonnes décisions en matière d'élevage et de gestion des terres, et peu à peu, son troupeau s'agrandit. Ils agrandirent la maison, construisant 2 chambres supplémentaires pour accueillir leur famille grandissante et un salon adapté pour recevoir les visiteurs de plus en plus fréquents de Cedar Springs et d'ailleurs. L'école de Zara resta un pilier de la communauté. Non seulement elle enseignait les matières de base, mais elle encourageait également ses élèves à penser de manière critique, à remettre en question et à explorer. Beaucoup de ces anciens élèves ont poursuivi leurs études supérieures, ce qui était rare parmi les enfants de la frontière, et ils ont toujours remercié Madame Sinclair de leur avoir ouvert les yeux sur des possibilités autres que l'élevage et l'agriculture. Pour leur 10e anniversaire de mariage, Ethan a préparé une surprise. Il a organisé pour que les enfants restent chez Martha Green pendant un week-end et a emmené Zara en voyage à Santa Fe, sa première visite dans une vraie ville depuis son arrivée dans la région. Ils ont séjourné dans un hôtel, un luxe après des années de vie au ranch, et Ethan l'a emmené dans des restaurants et des magasins, lui achetant une nouvelle robe et un collier de perles qu'elle a trouvé trop cher, mais qu'elle chérissait secrètement. Ils assistèrent à une pièce de théâtre, se tenant la main dans l'obscurité comme des jeunes mariés, et dansèrent au son d'un orchestre live qui jouait des valses et des polkas. « As-tu déjà regretté ?» lui demanda Ethan un soir alors qu'il contemplait les lumières de la ville depuis le balcon de l'hôtel. « D'avoir abandonné ton ancienne vie, d'avoir épousé un inconnu, d'être resté dans le territoire ?» Zara le regarda avec surprise. « Comment pourrais-je regretter la meilleure décision que j'ai jamais prise? Cette vie, notre vie ensemble, nos enfants, tout ce que nous avons construit, c'est plus que je n'aurais jamais pu rêver lorsque je pleurais sur ce quai de gare il y a 10 ans. Cependant, on ne pense jamais à ce qu'on a laissé derrière soi. La culture, le raffinement de Boston, la sécurité d'un monde connu. J'y pense parfois, admit-il. Je mentirais si je disais que certaines choses ne me manquent jamais. Mais je ne regrette pas de les avoir laissées derrière moi. Cette vie n'était pas vraiment la mienne, Ethan. Je ne faisais que suivre un scénario écrit par quelqu'un d'autre. Cette vie folle, belle, difficile et merveilleuse, celle-ci est la mienne. La nôtre, nous l'avons choisie et je la choisis à nouveau chaque jour.
Il l'attira vers lui et l'embrassa avec une passion qui n'avait jamais disparu, malgré 10 ans de mariage, 3 enfants et toutes les réalités banales de la vie commune. Je t'aime, dit-il simplement. Je t'ai aimé dès le moment où je t'ai vu pleurer sur ce banc, même si je ne le savais pas encore à l'époque. Je t'aime aussi, murmura-t-elle. Mon cow-boy, qui s'était arrêté pour aider une femme en détresse et avait fini par lui donner tout ce dont elle ne savait pas avoir besoin. Le lendemain, ils retournèrent au ranch, au bruit et au chaos de leurs enfants et au travail sans fin qui les attendait. Mais ils sont revenus ensemble, compagnons dans tous les sens du terme, unis par l'amour, le choix et la décennie de vie qu'ils avaient construite. Les années ont passé. Thomas est devenu un grand jeune homme sérieux qui aimait l'élevage autant que son père et qui a pris de plus en plus de responsabilités à mesure qu'il grandissait. Elina est devenue enseignante, travaillant aux côtés de sa mère à l'école et apportant ses propres innovations et idées. Will finit par se stabiliser suffisamment pour être utile, développant un don pour le travail avec les chevaux qui s'avéra très utile pour le ranch. Zara et Ethan vieillirent ensemble. Leurs cheveux devinrent gris et leurs corps portèrent les traces d'une vie difficile à la frontière. Mais ils restèrent les meilleurs amis et les plus grands amours l'un de l'autre, se tenant toujours la main sous le porche l'après-midi, partageant toujours leurs pensées et leurs rêves. Le territoire devint un État, ce qui entraîna des changements à la fois bienvenus et inquiétants. Cedar Springs devint une véritable ville, avec son propre bureau de poste et son shérif, relié au reste du monde par le télégraphe et un service régulier de train. La frontière disparaissait, devenant plus civilisée et plus stable. Quand Ethan eut 55 ans et Zara 49, ils devinrent grands-parents pour la première fois. Thomas épousa une femme d'un ranch voisin et ils eurent un fils qu'ils appelèrent Ethan en l'honneur de son grand-père. Le vieux Ethan tint son petit homonyme dans ses bras, les larmes aux yeux, émerveillé par la poursuite de son héritage. Elena épousa un professeur de l'Est qui était venu au Nouveau-Mexique pour des raisons de santé et y était resté par amour. Ils ont eu des jumelles qui ont hérité de l'amour de l'apprentissage de leur grand-mère et de la détermination de leur grand-père. Will s'est marié tard, choisissant une femme vive qui correspondait à son énergie, et ils ont eu 4 enfants en peu de temps, remplissant chaque réunion de famille de bruit et de rire. Le ranch a continué sous la direction conjointe d'Ethan et Thomas et était désormais assez grand pour subvenir confortablement aux besoins des 2 familles. La maison avait été agrandie à plusieurs reprises jusqu'à tripler sa taille d'origine. Elle était spacieuse et confortable et toujours pleine de monde. À l'occasion de leur 25e anniversaire de mariage, toute la famille s'est réunie pour faire la fête. Les enfants et petits-enfants remplissaient la maison et le jardin, et des amis de Cedar Springs et d'ailleurs sont venus rendre hommage au couple dont l'histoire d'amour était devenue une légende dans la région. Martha Green, déjà âgée mais toujours lucide, porta un toast en leur honneur. Il y a 25 ans, je pensais que vous faisiez une terrible erreur en vous mariant après vous être connus moins d'une semaine. Je pensais que dans quelques mois, nous entendrions parler d'un divorce ou pire encore. Mais vous m'avez prouvé que j'avais tort de la meilleure façon possible. Vous avez construit quelque chose de réel et de durable. Pas seulement un mariage, mais une famille, un foyer, un héritage. Vous nous avez prouvé à tous que parfois, le choix le plus fou est le plus judicieux. Ethan et Zara se sont placés côte à côte, lui avec son bras autour de sa taille et elle avec sa main sur sa poitrine, et ont regardé la famille qu'ils avaient créée, la vie qu'ils avaient construite à partir de cette décision impulsive prise il y a tant d'années. Merci à tous d'être là, a déclaré Zara d'une voix qui s'est propagée parmi la foule. Quand je suis arrivé dans cette région il y a tant d'années, j'étais perdu, seul et très effrayé. Je ne savais pas que mon désastre allait devenir la plus grande bénédiction de ma vie. Ethan m'a sauvé ce jour-là. Mais ce que je n'avais pas compris à l'époque, c'est qu'il ne m'avait pas seulement sauvé de l'abandon. Il m'a sauvé d'une vie que je ne vivais pas pleinement. Il m'a donné l'aventure, un but et un amour plus profond que je n'aurais jamais pu imaginer. Elle s'est tournée vers son mari, cet homme qui était un inconnu et qui était devenu tout pour elle. « Tu es mon cœur », a-t-elle simplement dit. « Tu l'as été dès le début, même quand nous ne le savions pas encore. » Ethan l'embrassa devant tout le monde, sans se soucier des conventions sociales ou de la dignité, et leurs familles et amis les acclamèrent et applaudirent. La fête se prolongea jusque tard dans la nuit,
avec de la nourriture, de la musique et des danses sous les étoiles. Les jeunes enfants couraient dans le jardin, tandis que les adultes discutaient et riaient. C'était tout ce qu'une réunion de famille devait être, pleine d'amour, de joie et de liens. À la fin de la soirée, alors que les invités commençaient à partir, Ethan et Zara se retrouvèrent seuls sous le porche, assis au même endroit où ils avaient passé d'innombrables après-midi au cours des 25 dernières années. Tu te souviens de notre première nuit ici? Demanda Zara en s'appuyant contre son épaule. Tout était si incertain. Nous n'avions aucune idée si nous avions pris la bonne décision. Je me souviens que j'étais terrifié, admet Ethan. Pas à cause de toi, mais à l'idée de te décevoir, que cela ne fonctionne pas. Tu avais renoncé à tant de choses pour rester avec moi. Et tu m'as tout donné, dit-elle doucement. Regarde cette vie, Ethan. Regarde ce que nous avons construit ensemble. 3 enfants incroyables qui sont devenus des adultes merveilleux. Des petits-enfants qui perpétueront notre héritage. Un ranch prospère. Une communauté que nous avons aidé à construire. Et malgré tout, cet amour entre nous qui n'a fait que se renforcer. Je referai tout, dit-il. Chaque instant, chaque défi, chaque joie, je te choisirai à chaque fois comme je te choisirai toi, répondit-elle. Ils s'assirent dans un silence confortable, regardant les étoiles apparaître une à une. Les mêmes étoiles qui les avaient veillés lors de cette première nuit, où tout était nouveau et incertain. Beaucoup de choses avaient changé depuis, mais l'essence de ce qu'ils étaient ensemble était restée la même. Les années continuaient d'être clémentes avec eux. Ils vieillissaient avec dignité, restant actifs et engagés dans leur ranch et leur communauté. Ethan enseigna à ses petits-enfants tout ce qu'il savait sur l'élevage, leur transmettant les connaissances et les compétences qu'il avait mis toute une vie à acquérir. Zara continua à enseigner jusqu'à la fin de la soixantaine, puis prit finalement sa retraite lorsque ses articulations rendirent des longues journées difficiles. Ils commencèrent à passer leur matinée sur la terrasse à boire du café, regardant le soleil se lever sur la terre qui avait été leur foyer pendant tant de décennies. Ils parlaient de tout et de rien, à l'aise dans le genre de compagnie que l'on ne trouve qu'après avoir passé toute une vie ensemble. À l'âge de 71 ans, Ethan tomba malade, avec une fièvre qui inquiéta tout le monde. Le médecin vint de Cedar Springs, qui était désormais assez grande pour avoir un médecin permanent, et lui prescrivit du repos et des liquides. Pendant une semaine, Zara ne s'est pratiquement pas éloignée de son chevet, lui rafraîchissant le front avec des compresses froides et l'encourageant à boire de l'eau. « Ne t'avise pas de me quitter, lui murmura-t-il avec férocité une nuit où la fièvre était à son comble. Nous sommes ensemble depuis 46 ans, et ce n'est pas suffisant. J'ai besoin d'au moins 46 autres années. » Il s'est rétabli, mais il lui a fallu plusieurs semaines pour retrouver toutes ses forces. La maladie l'avait considérablement vieilli, le rendant plus fragile qu'auparavant. Mais son esprit était toujours aussi fort et son amour pour Zara brûlait avec la même intensité que toujours. Pour leur 50e anniversaire de mariage, la famille a organisé une autre grande fête. Ils avaient désormais des dizaines de petits-enfants et même quelques arrière-petits-enfants, et la jeune génération ressemblait très peu aux bébés de la frontière des décennies précédentes. Ils portaient des vêtements modernes, parlaient de choses modernes comme les voitures et les films, et vivaient dans un monde qu'Ethan et Zara n'auraient pas reconnu le jour de leur mariage. Mais les valeurs fondamentales restaient les mêmes, transmises de génération en génération. Le travail acharné, l'honnêteté, l'amour de la famille, le respect de la terre. Tel était l'héritage des Sinclair, aussi important que n'importe quel héritage matériel. Ethan s'efforça de se lever pour le toast d'anniversaire. Ses jambes n'étaient plus aussi solides qu'avant, mais il y parvint avec l'aide de Zara. En regardant cette mère de visage, tous liés à lui et à sa femme par des liens du sang ou par alliance, il ressentit une profonde satisfaction. Il y a 50 ans, commença-t-il, la voix encore forte, même si son corps ne l'était plus. Il était un cow-boy qui n'avait qu'un petit ranch et de grands rêves. Puis il vit une belle femme en larmes dans une gare et toute sa vie changea en un instant. L'aider a été la décision la plus facile que j'ai prise dans ma vie. L'épouser a été la meilleure. Tout ce qu'il y a de bon dans ma vie remonte à ce moment-là, à cette décision de m'arrêter et d'offrir mon aide à une inconnue. Il se tourna vers Zara, assise à ses côtés, les cheveux désormais complètement blancs, le visage marqué par le temps,
mais avec les mêmes yeux verts brillants qui lui avaient volé son cœur il y a si longtemps. Tu es tout pour moi, dit-il simplement. Tu l'as toujours été. 50 ans ont passé et je t'aime aujourd'hui plus que le jour de notre mariage, alors que je t'aimais déjà désespérément. Zara se leva et lui prit les mains. Tu m'as sauvé, dit-elle, la voix chargée d'émotion. Et puis tu m'as donné une vie au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Tu m'as donné un but, une passion et un amour qui m'ont soutenu à travers tout. Je suis venu dans l'Ouest en quête de sécurité et j'ai trouvé l'aventure. J'ai épousé un inconnu et j'ai trouvé mon âme sœur. Merci, Ethan Sinclair, de m'avoir vu ce jour-là, de t'être arrêté alors que tu aurais pu passer ton chemin, de m'aimer chaque jour depuis lors. Ils s'embrassèrent sous les acclamations et les applaudissements de leur famille. Deux personnes âgées qui n'avaient jamais cessé d'être de jeunes amoureux dans leur cœur. La fête était plus modeste que celle du 25e anniversaire. L'énergie d'Ethan était limitée, mais n'en était pas moins significative. Leurs enfants et petits-enfants ont partagé des histoires et des souvenirs, tissant ensemble la trame de 5 décennies d'histoire familiale. Tard dans la soirée, après que tout le monde soit parti ou se soit retiré dans sa chambre, Ethan et Zara se dirigèrent lentement vers leur chambre. L'âge avait rendu beaucoup de choses difficiles, mais ils continuaient à dormir blottis l'un contre l'autre. La tête de Zara sur l'épaule d'Ethan, le bras de celui-ci autour de sa taille. 50 ans, murmura-t-il dans l'obscurité. C'est à la fois une éternité et pas assez. Je comprends ce que tu veux dire, lui murmura-t-elle, mais nous avons bien profité de notre temps. Regarde l'héritage que nous laissons. Tous ces enfants et petits-enfants, toutes ces vies que nous avons touchées à travers le ranch et l'école, la communauté que nous avons aidé à construire, nous avons pleinement vécu. C'est vrai, acquiesça-t-il, mais je ne suis pas encore prêt à en finir. Je veux passer plus d'années avec toi. Je veux voir grandir nos arrière-petits-enfants et voir cette famille continuer à s'épanouir. Alors nous devrons rester, dit-elle avec un sourire qu'il pouvait entendre, même s'il ne pouvait pas le voir dans l'obscurité. Toi et moi contre le monde, comme toujours. Comme toujours, répéta-t-il, et ils s'endormirent, sûrs de l'amour qui les avait soutenus pendant 5 décennies. Leur souhait de passer plus d'années ensemble fut exaucé. 3 autres anniversaires sont arrivés et se sont écoulés, chacun d'entre eux étant précieux. Ethan est devenu de plus en plus fragile. Son corps a finalement succombé à l'usure accumulée de plus de 70 ans de vie difficile à la frontière. Mais son esprit est resté vif et son amour pour Zara n'a jamais faibli. Un matin de printemps, alors que les fleurs sauvages s'épanouissaient sur les terres du ranch, Ethan ne s'est pas réveillé. Il s'éteignit paisiblement dans son sommeil. Zara était toujours dans ses bras, comme elle l'avait été pendant plus de 53 ans. La douleur la déchira presque. Pendant des semaines, elle erra dans la maison comme un fantôme, incapable d'accepter pleinement son départ. Ses enfants s'inquiétèrent et se rassemblèrent autour d'elle pour la soutenir, mais elle semblait inaccessible dans sa douleur. C'est Thomas qui finit par la toucher. Il l'a trouvée assise sous le porche un après-midi, contemplant le coucher de soleil, les larmes coulant sur son visage. Il n'aurait pas voulu cela, a dit Thomas doucement en s'asseyant à côté d'elle. Il n'aurait pas voulu que tu cesses de vivre simplement parce qu'il est parti. Comment puis-je vivre sans lui? Demanda Zara d'une voix brisée. Il était ma vie, toute ma vie. Non, répondit Thomas fermement. Il faisait partie de ta vie, une partie importante, mais pas toute ta vie. Tu es toujours là, maman. Tu as toujours des enfants et des petits-enfants qui t'aiment et qui ont besoin de toi. Tu as toujours l'école et la communauté qui dépendent de toi. Tu t'as toujours toi-même. Papa t'a donné une vie bien remplie, mais il ne l'a pas emportée avec lui quand il est parti. Tu l'as toujours et tu lui dois de continuer à la vivre. Ces paroles pénétrèrent lentement sa douleur. Au cours des semaines et des mois qui ont suivi, Zara a commencé à sortir de l'obscurité. Elle ne cesserait jamais de regretter Ethan, elle ne cesserait jamais de ressentir son absence. Mais elle a appris à porter cette douleur avec les bons souvenirs, l'amour qui restait malgré son départ. Elle a vécu 4 ans de plus, restant active et engagée jusqu'à la fin. Elle continuait à donner des cours de temps en temps, travaillant avec des élèves en difficulté qui avaient besoin d'une aide supplémentaire. Elle passait du temps avec ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, leur racontant des histoires des débuts, de la façon dont elle et Ethan avaient tout construit à partir de rien. À l'occasion de ce qui aurait été leur 57e anniversaire de mariage,
Zara demanda à Thomas de la conduire à Wallace, à la gare où tout avait commencé. Il l'y conduisit dans sa voiture, un confort moderne qui lui était étranger, mais qui était en quelque sorte approprié, car il reliait le passé et le présent. La gare avait été reconstruite depuis son époque, modernisée et agrandie, mais le quai de base était le même, et elle pouvait encore voir dans son esprit le banc où elle s'était assise pour pleurer tant d'années auparavant. J'avais tellement peur, dit-elle à Thomas, debout sur le quai. Je me sentais tellement perdu et seul. Et puis ton père s'est arrêté et tout a changé. En un instant, toute ma vie a pris une nouvelle direction. As-tu déjà regretté, demanda Thomas, de l'avoir épousé si rapidement? Jamais, répondit-elle fermement. La même réponse qu'elle avait donnée à Ethan lors de leur 10e anniversaire et chaque fois qu'il lui avait posé la question depuis. C'est la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. Ton père m'a tout donné, Thomas. Il m'a donné toi et tes frères, cette famille, cette vie. J'ai eu beaucoup de chance de l'avoir pendant si longtemps. Il a aussi eu de la chance de t'avoir, dit Thomas. Une fois, vers la fin, il m'a dit qu'il se réveillait chaque jour reconnaissant d'avoir arrêté ce jour-là, de t'avoir donné une chance. Il a dit que tu étais la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Zara sentit des larmes couler sur ses joues, mais elle ne les essuya pas. Nous étions si jeunes, s'émerveilla-t-elle. J'avais 24 ans et lui 30, et nous pensions savoir ce que nous faisions. Nous n'avions aucune idée de la difficulté, du défi que représenterait la vie à la frontière, mais nous l'avons découvert ensemble. Nous avons construit quelque chose de magnifique ensemble. Ils sont restés à la gare pendant 1 heure, Zara perdue dans ses souvenirs, tandis que Thomas restait silencieux à ses côtés. Finalement, elle était prête à partir. « Ramène-moi à la maison, dit-elle. Au ranch, c'est là que je dois être. » 6 mois plus tard, Zara s'est éteinte dans son sommeil, dans le lit qu'elle avait partagé avec Ethan pendant tant d'années. Elle avait 77 ans et avait mené une vie riche et bien remplie, bien au-delà de ce qu'elle avait imaginé possible. Arrivée dans la région alors qu'elle n'était qu'une jeune fille effrayée, ses funérailles ont été les plus importantes que Cedar Springs ait jamais connues. Les élèves qu'elle avait enseignés pendant 4 décennies sont venus lui rendre hommage, certains venant de très loin. Les membres de la communauté dont les enfants et petits-enfants avaient bénéficié de son dévouement ont rempli l'église. Et bien sûr, sa grande famille, 3 enfants, 12 petits-enfants et 23 arrière-petits-enfants, s'est réunie pour lui dire adieu. Elle fut enterrée aux côtés d'Ethan sur une colline surplombant le ranch, tous deux réunis à nouveau, comme ils l'avaient été dans la vie. Les pierres tombales étaient simples, avec seulement leur nom et leur date, et en dessous, une seule ligne que Zara avait demandée avant de mourir. L'amour nous trouve quand on s'y attend le moins. Le ranch continua sous la direction de Thomas, puis passa finalement entre les mains de ses enfants. Le nom de famille Sinclair est devenu synonyme d'intégrité et de travail acharné dans cette partie du Nouveau-Mexique. L'école que Zara avait aidé à fonder est devenue une institution régionale réputée pour son excellence éducative. Et l'histoire de la rencontre entre Ethan et Zara, le cowboy et la femme abandonnée qui sont tombés amoureux dans moins d'1 semaine, sont devenus une légende familiale. Racontée et racontée à chaque nouvelle génération. Parce que c'était une histoire qui méritait d'être racontée, un rappel que parfois les moments les plus importants de la vie surviennent quand on s'y attend le moins. Quand on prend la décision de s'arrêter et d'aider un inconnu dans le besoin. C'était une histoire sur le courage et la foi, sur le fait de prendre des risques et de construire quelque chose de beau à partir de rien. C'était une histoire d'amour réel et durable, assez fort pour résister à tout ce que le monde pouvait lui infliger. Et surtout, c'était l'histoire de 2 personnes qui se sont rencontrées au bon moment, qui ont immédiatement reconnu quelque chose de spécial l'une chez l'autre, et qui ont décidé de construire une vie ensemble malgré toutes les raisons pratiques de ne pas le faire. Ils ont prouvé que parfois, la décision la plus folle, c'est la bonne, que le coup de foudre peut être réel et durable, et qu'un moment de bonté peut tout changer. Le ranch existe toujours. Il a traversé 6 générations et continue de fonctionner et d'être productif. La maison d'origine a été conservée et entretenue comme un monument à la mémoire du couple qui a tout commencé. Parfois, des touristes viennent la visiter, attirés par cette histoire romantique, et la génération actuelle des Sinclair les accueille, fiers de son héritage. Sur la colline où reposent Ethan et Zara, chaque printemps, des fleurs sauvages fleurissent et peignent le sol de couleurs vives.
Leurs descendants s'y rendent souvent, emmenant leurs enfants pour leur faire découvrir leurs ancêtres et leur permettre de se sentir connectés à cette histoire qui fait partie intégrante de leur identité. Et parfois, lors des après-midi tranquilles, lorsque le soleil se couche sur la terre qu'Ethan et Zara aimaient tant, si vous restez immobile et écoutez attentivement, vous pouvez presque entendre l'écho de leur voix sous le porche, parlant et riant ensemble, planifiant leur avenir, exprimant leur amour. La terre se souvient d'eux, garde leur mémoire dans chaque brin d'herbe, chaque pierre, chaque bateau de la clôture qu'ils ont construite ensemble. Leur histoire est devenue plus qu'une simple histoire de famille. Elle est devenue un témoignage de la puissance de l'amour, de l'importance de la gentillesse et de la magie qui peut naître lorsque nous nous ouvrons à des possibilités inattendues. Elle a rappelé à tous ceux qui l'ont entendu que la vie peut changer en un instant, que la décision d'aider quelqu'un dans le besoin peut mener à des choses extraordinaires et que le véritable amour, lorsqu'on le trouve, vaut tous les risques. La frontière qu'ils ont connue a disparu depuis longtemps, remplacée par des villes modernes, des autoroutes et tout le confort du 21e siècle. Mais les valeurs qui les guidaient, l'amour qu'ils partageaient, la famille qu'ils ont fondée, tout cela perdure. Ils ont construit quelque chose qui a survécu bien au-delà de leur propre vie. Un héritage qui continue de toucher les gens des générations plus tard. Et tout a commencé par un simple acte de compassion. Un cow-boy qui a vu une femme pleurer dans une gare et a décidé de s'arrêter pour lui demander ce qui n'allait pas et l'aider. Cette seule décision a eu un effet domino au fil du temps, créant une famille, une communauté, une histoire d'amour pour la postérité. En fin de compte, c'est ce qui compte le plus. Ce ne sont pas les grands gestes ou les moments dramatiques, mais la simple décision d'être gentil, de prendre le risque de créer un lien, de croire que l'amour est possible même dans les circonstances les plus improbables. Ethan et Zara ont prouvé que cet amour est non seulement possible, mais qu'il est transformateur, capable de créer quelque chose de beau et de durable à partir des débuts les moins prometteurs. Leur histoire perdure, racontée autour des tables et lors des réunions de famille. Elle rappelle à chaque nouvelle génération de Sinclair ses origines et ce dont elle est capable. Elle leur apprend à être courageux, à prendre des risques, à croire en l'amour même lorsque la logique dicte la prudence. Elle leur montre que les meilleures choses de la vie viennent souvent d'endroits inattendus, de moments de crise transformés en occasions de joie. Et ainsi se poursuit l'héritage, construit sur les fondations que ces deux personnes ont créées il y a plus d'un siècle, lorsqu'un cowboy et une femme abandonnée ont pris des risques l'un pour l'autre et ont trouvé tout ce qu'ils recherchaient. Leur histoire d'amour est devenue la base sur laquelle tout le reste a été construit. La preuve que, parfois, contre toute attente, les contes de fées peuvent devenir réalité. Tout ce qu'il faut, c'est du courage, de la compassion et la volonté de croire que l'amour peut nous trouver n'importe où, même sur un quai de gare poussiéreux, dans un village perdu au milieu de la frontière. C'est l'histoire d'Ethan Sinclair et de Zara Fontaine. Deux personnes qui se sont rencontrées au moment où elles en avaient le plus besoin et qui ont construit une vie qui a dépassé leurs rêves les plus fous. C'est une histoire d'amour et de foi, et des choses incroyables qui deviennent possibles lorsque nous ouvrons notre cœur à des possibilités inattendues. Et c'est une histoire qui continuera d'inspirer tant qu'il y aura des gens qui croient au pouvoir transformateur de l'amour, à l'importance de la bonté et à la magie qui opère lorsque deux âmes se reconnaissent comme étant destinées à être ensemble. Ce chapitre touche à sa fin, mais le voyage continue. Abonnez-vous et rejoignez-moi, car le désert n'est jamais à court d'histoires à raconter.